Si je te disais que certaines des plus grandes guerres de notre monde n'ont jamais commencé par une attaque, qu'avant chaque bombe, chaque invasion, chaque discours enflammé, il y avait un mensonge, parfois minuscule, parfois monumental, mais toujours calibré, calculé et parfaitement orchestré. Voilà l'histoire que personne ne veut raconter, mais que tout le monde devrait entendre. On imagine souvent qu'une guerre éclate parce qu'un pays agresse un autre. Un tir, une explosion, une frontière violée. Mais si tu observes attentivement l'histoire contemporaine, tu comprends très vite que le point de départ n'est presque jamais aussi simple, aussi clair, aussi évident. En réalité, beaucoup de guerres naissent avant la première balle. Elles naissent dans l'ombre, dans des bureaux fermés, dans des conversations discrètes, dans des documents classifiés. Elles naissent d'un besoin politique, d'une stratégie, d'une opportunité. Et très souvent, elles naissent d'un mensonge. Le terme false flag peut sembler conspirationniste, presque romanesque. Pourtant, il est utilisé dans la vraie terminologie militaire. À l'origine, il désignait les navires qui hissaient le drapeau d'un autre pays pour tromper l'ennemi. Aujourd'hui, il désigne une méthode plus subtile. Créer, exagérer ou mettre en scène un événement pour déclencher un conflit, justifie une attaque ou influencer l'opinion publique. Le mécanisme est simple. Créer un choc émotionnel. Montrer un coupable. Proposer une solution. Et le peuple suivra. Ce scénario s'est répété tellement souvent que l'on pourrait croire à un modèle industriel de la manipulation. Et pourtant, à chaque époque, à chaque génération, les populations tombent dans le piège avec la même facilité. Pas parce que les gens sont naïfs, mais parce que la peur est l'émotion la plus puissante du monde. Et lorsqu'un peuple a peur, il accepte tout. Alors aujourd'hui, on plonge ensemble dans certains des épisodes les plus dérangeants de l'histoire. Moderne. Des événements présentés comme évidents, immédiats, spontanés, mais qui, avec le recul, ne tiennent plus debout. Car derrière chaque drame, on retrouve les mêmes ingrédients. Des zones d'ombre, des contradictions, des documents déclassifiés, des témoins ignorés, et surtout, des décisions politiques qui attendaient exactement ce prétexte pour s'activer. Le premier exemple est peut-être l'un des plus célèbres, le golfe du Tonkin. 1964. Les États-Unis affirment que l'un de leurs destroyers a été attaqué par des navires nord-vietnamiens. Le public s'indigne, le Congrès réagit, et en quelques jours, l'Amérique bascule dans la guerre du Vietnam. Une guerre qui durera 20 ans. Une guerre qui coûtera plus de 3 millions de vies. Sauf que voilà, des décennies plus tard, les documents déclassifiés montreront que l'attaque du 4 août 1964 n'a jamais existé. Les radars interprétés à tort. Les échos fantômes. La confusion transformée en certitude politique. Et cette certitude transformée en casus belli. Aujourd'hui, même la NSA reconnaît que l'incident n'était qu'une illusion. Mais l'illusion a suffi pour déclencher l'un des conflits les plus meurtriers de l'histoire moderne. C'est ça, un false flag. Il n'a pas besoin d'être réel. Il a juste besoin d'être crédible. Un autre exemple encore plus célèbre, l'incendie du Reichstag, en 1933. Une nuit. Un bâtiment en flammes. Un coupable parfait désigné immédiatement. Un jeune communiste hollandais, trouvé sur place. Et quelques heures plus tard, Adolf Hitler déclare que le pays est attaqué par les communistes. Qu'il faut suspendre les libertés, arrêter les opposants, donner les pleins pouvoirs au gouvernement. Le peuple, terrifié, accepte tout. Résultat, en une nuit, la démocratie allemande est démantelée. Et Hitler devient légalement dictateur. Aujourd'hui encore, les historiens débattent. Qui a vraiment mis le feu? Un acte isolé. Une opération orchestrée par les nazis? Un accident? On ne le saura peut-être jamais. Mais une chose est certaine. L'événement a été utilisé comme s'il avait été parfaitement prévu. Et ça, c'est le cœur du false flag. Parfois, il n'a même pas besoin d'être fabriqué. Il suffit de savoir comment l'exploiter. Le troisième cas est encore plus troublant, car il n'a jamais été exécuté, mais il a failli l'être. L'opération Northwood. 1962. La CIA propose de mener une série de fausses attaques contre les civils américains. Détournement d'avions simulés. Bombardements de fausses cibles. Fausses morts de militaires. Le tout pour accuser Cuba. Et obtenir une justification pour envahir l'île. C'est écrit noir sur blanc. Signé. Documenti. Declassify. Ce qui choque le plus n'est pas le projet, c'est la froideur. La logique. La planificatio minutieuse. Le ton administratif. Comme si organiser des attentats sur son propre sol n'était qu'une ligne de budget dans un tableau Excel militaire.
Heureusement, Kennedy refusera. Mais l'existence même d'un tel plan montre à quel point la mécanique du false flag est intégrée dans la réflexion stratégique. D'un point de vue militaire, ce n'est pas immoral. C'est pragmatique. Et lorsque l'on comprend ça, on comprend pourquoi l'histoire moderne est remplie d'événements étranges, contradictoires, mal expliqués, qui tombent toujours au moment parfait pour justifier une guerre ou un changement politique. Les gouvernements le savent. La population se lasse des conflits. Elle ne veut pas mourir pour des intérêts économiques, stratégiques ou idéologiques. Il faut un prétexte. Il faut une image. Il faut un symbole. Un choc émotionnel suffisant pour court-circuiter la raison et activer la colère. Et lorsque le peuple est en colère, le gouvernement peut tout lui faire accepter. Des guerres préventives, des lois d'exception, des budgets militaires colossaux, la surveillance de masse. La censura. La propaganda. Tout cela devient soudainement acceptable au nom de la sécurité. Si tu veux comprendre comment on manipule une nation entière, observe toujours trois choses. Qui contrôle l'information? Qui contrôle l'émotion? Et qui a intérêt au chaos? Car derrière chaque événement déclencheur, il y a toujours une poignée de personnes qui savent exactement ce qu'elles font. L'opinion publique, elle, ne voit que l'image. La bombe, l'incendie, l'accident, le discours dramatique qui suit. Mais elle ne voit jamais les semaines, les mois, parfois les années de préparation qui ont mené à ce moment. Et s'il y a bien une phrase qui résume la logique du false flag, c'est celle-ci. Un peuple qui a peur n'analyse jamais les détails. C'est la raison pour laquelle les false flags fonctionnent. La peur supprime la logique. Elle écrase l'esprit critique. Elle rend l'impossible crédible. Et le mensonge acceptable. Lorsque tu revisites les grands conflits du XXe siècle et du XXIe siècle, tu vois le même schéma partout. Un événement choquant. Un ennemi désigné immédiatement. Un discours patriotique. Une promesse de sécurité. Une demande de pouvoir. Et une population qui accepte. C'est une chorégraphie. Toujours la même. Toujours efficace. Parce que l'être humain est ainsi fait. Il préfère croire un coupable simple que d'accepter un monde complexe. Il préfère une explication rassurante qu'une vérité dérangeante. Et surtout, il préfère l'illusion de la sécurité au chaos de l'incertitude. Quand tu analyses l'histoire, tu réalises que les false flags ne sont pas une exception. Ils sont une règle. Les gouvernements changent. Les technologies changent. Les médias changent. Mais les stratégies psychologiques restent les mêmes. On ne contrôle pas une population avec des armes. On la contrôle avec des émotions. La peur. La colère. La vengeance. Le patriotisme. Toutes ces émotions peuvent transformer une nation entière en armée obéissante. Et lorsque la vérité finit par sortir, parfois 20, 30, 40 ans plus tard, il est déjà trop tard. Les morts ne reviennent pas. Les pays ne guérissent pas. Les dommages sont irréversibles. C'est peut-être la partie la plus tragique du false flag. L'émotion est instantanée. Mais la vérité arrive toujours trop tard. Et pourtant, malgré toutes les preuves, malgré tous les précédents, malgré les documents déclassifiés, malgré les aveux posthumes, les gens continuent de croire aveuglément aux versions officielles. Non pas parce qu'ils sont stupides, mais parce que la vérité est souvent plus terrifiante que le mensonge. La vérité implique que le monde n'est pas sous contrôle, qu'il n'y a pas de héros, qu'il n'y a pas de camp du bien, juste des intérêts. Et personne n'aime vivre dans un monde où ce censé nous protéger utilise la peur comme arme politique. Pourtant, c'est la réalité. Et l'histoire le prouve encore et encore. Mais ce n'est pas une raison pour sombrer dans la paranoïa. Le but n'est pas de suspecter chaque événement. Le but est de comprendre la mécanique, de reconnaître les schémas, d'apprendre à ne pas réagir sous le coup de l'émotion. Parce qu'un peuple qui réfléchit est un peuple impossible à manipuler. Alors la prochaine fois qu'un événement choquant se produit, avant de pointer du doigt, avant de s'indigner, avant de demander la guerre, pose-toi cette question. À qui profite vraiment le chaos? Et là, souvent, tout devient clair. L'histoire est un miroir. Si on l'observe attentivement, elle nous montre non seulement ce qui s'est passé, mais ce qui risque de se reproduire. Car tant que la peur contrôlera les nations, tant que les émotions décideront des guerres, tant que les mensonges seront plus pratiques que la vérité, alors les false flags continueront de façonner notre monde dans l'ombre. Et c'est pour ça qu'il faut en parler. Pas pour accuser, pas pour crier au complot, mais pour rendre au peuple ce qu'on lui a retiré. La lucidité. La lucidité de voir au-delà de l'image, au-delà des émotions, au-delà du discours.
La lucidité de reconnaître qu'avant chaque guerre, il y a toujours une histoire qu'on ne raconte pas. Et cette histoire-là, c'est celle que tu viens d'entendre.